Au sommaire de cette édition, le Premier ministre à l'écoute des populations de la région de Gao. La deuxième journée de sa visite a été consacrée aux femmes, aux jeunes et aux représentants de la société civile. Chacun a exposé les difficultés qui l'empêchent de s'épanouir. Il s'agit de l'insécurité, la scolarisation et autres. La cité des 333 saints produit entre 15 000 et 18 000 tonnes de blé par an, un taux qui pourrait être haussé si les producteurs de la filière sont mis dans un certain nombre de conditions. Nous irons sillonner quelques grandes zones de production avec Najim Babasisi. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Bonjour et bienvenue à tous. Le Premier ministre poursuit sa visite de 72 heures dans la région de Gao. Il a rencontré les représentants de la population. Les femmes, les jeunes et les représentants de la société civile ont exposé les difficultés qui les empêchent dans leur épanouissement. Il s'agit entre autres des problèmes liés à l'insécurité, à la scolarisation des enfants, à la communication, à l'accès à l'eau et à l'électricité. Autant de questions auxquelles le chef du gouvernement a promis d'apporter un traitement diligent à hauteur des possibilités de l'État. Envoyés spéciaux à Gao, Alousseni Touré et Aliou Touré. À la rencontre avec les forces vives de la région de Gao, les sujets de préoccupation n'ont pas manqué. Le gouverneur de la région en a brossé les grandes lignes. Elles vont du problème d'eau et d'électricité au problème d'accès par la route, en passant par les questions scolaires, l'emploi des jeunes, les télécommunications, etc. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, votre ferme volonté de vous retrouver auprès des populations et cadres des régions pour être à leur écoute et échanger avec eux, malgré vos multiples préoccupations, témoigne de l'intérêt que les plus hautes autorités de notre pays accordent aux populations de nos régions. Cette marque de considération nous réconforte, à plus d'un titre, dans le combat quotidien que nous menons pour le bien-être des populations. Des perspectives et défis, ils sont nombreux, mais les plus urgents sont la reprise rapide des travaux de ralliement de l'axe Gao-Sévaré, la reprise rapide des travaux de construction du barrage de Taoussa et de la route Gao-Bourem-Taoussa, la dotation de l'EDM et de la Somagep en nouveau groupe pour la desserte correcte des populations en eau et en électricité, le rétablissement du réseau de la connexion GSM et de l'Internet, la réalisation des projets et programmes en faveur des jeunes et des femmes, la délocalisation du concours d'entrée à l'ENA à Gao, compte tenu du nombre élevé des candidats des régions de Gao, Kidal et Menaka. Pour exemple, l'année passée, Gao avait plus de 120 candidats, mais seuls une vingtaine ont pu participer. À la suite du gouverneur, le représentant de la société civile, celui des jeunes, la représentante de la CAFO, ont tour à tour repris mot pour mot les mêmes préoccupations et ont dit se reconnaître dans le discours du gouverneur. Pour sa part, le Premier ministre a rendu un vibrant hommage à la population de Gao pour la qualité de l'accueil à l'occasion de son premier voyage officiel dans la région. L'occasion a également été saisie pour apporter des réponses aux préoccupations exposées. Pour ce qui est des services sociaux de base, la cohésion et l'unité nationale, on m'a indiqué, j'ai dit, si je me mets à citer et répondre à chacune des revendications, on n'en finira pas. Mais je vous assure, dès qu'on va rentrer, il y aura un compte rendu exact dont la copie sera envoyée à votre gouverneur et une copie remise au président. Je sais qu'il fera tout ce qu'il peut. Le gouvernement fera tout. Toutes les lois qui ont tendance à encourager les populations et seront envoyées au CNT. Je suis sûr qu'après un débat parlementaire digne de ce nom, ces lois seront adoptées. Donc rien de ce que vous avez dit ici ne sera oublié. Soyez-en sûrs. Je ne dis pas que tout aura satisfaction, mais rien ne sera oublié. Parce qu'un gouvernement, on résout des problèmes précis à un moment précis pour une population précise suivant ses besoins précis. C'est à cela que nous nous attachons. D'autres questions peuvent être utiles, peuvent être prioritaires, mais elles peuvent être la troisième ou la quatrième question. Et rien de ce que vous avez dit ici ne sera oublié. Parce que Gao, je dis encore, quand tout le monde pensait que le Mali était fini, c'est Gao qui a dit non.
Ça, on ne va jamais l'oublier. Ce sont les femmes de Gao, les jeunes de Gao, les hommes de Gao qui ont dit non, le Mali ne sera pas divisé. Ce sont les femmes de Gao qui sont sorties un jour balayer. Moi, je ne le savais même pas, c'est le président qui m'a dit. Balayer la ville pour dire que c'est fini avec ceux qui nous dominent. Les imams étaient là, ils prêchaient, les jeunes étaient là dans les rues. Ils disent non à l'occupation. Le Mali ne sera pas divisé. Je vous assure que tout Malien qui vous regarde de Kaï, de Sikasso, de Bamako, des autres régions sont très fiers de vous. Gao doit maintenir le flambeau de l'unité de la République du Mali. Peut-être d'un empire dont le Mali se vante aujourd'hui. Et nous le citons dans tous nos discours. Pourquoi personne ne peut nous diviser? Parce que ceux qui veulent nous diviser là, il y en a qui n'existaient pas quand notre pays existait. Et donc, Gao doit toujours être à la tête des pelotons des régions qui se battent pour la consolidation du monde. Vous en avez les moyens intellectuels, humains. Les ressources naturelles sont là en abondance. Il suffit d'avoir une direction éclairée pour les mettre en exergue. Le Premier ministre a demandé aux habitants de la région d'apporter leur soutien à l'armée, considérée comme la colonne vertébrale du pays, l'outil de souveraineté par excellence. Sur une superficie de 6200 hectares, la production annuelle de blé de la région de Tombouctou varie entre 15 000 et 18 000 tonnes, soit 2 à 3 tonnes à hectare. Un taux qui pourrait être haussé si les producteurs de la filière sont dans de bonnes conditions. Une équipe de l'ERTM Tombouctou dirigée par Najim Baba Sissé a sillonné quelques grandes zones de production de blé dans les cercles de Diré et de Goundam. Voici son reportage. Les cercles de Goundam et de Diré, respectivement situés à 90 et 135 km de Tombouctou, renferment des zones de culture de blé par excellence. Cette denrée cultivée en contre-saison après le riz occupe une place importante sur le plan économique. Sa culture nécessite des moyens humains et financiers tout au long de ses différentes étapes avant sa maturation en l'espace de 3 mois. Le rendement du blé a beaucoup diminué ces derniers temps par faute d'intrants, mais nous sommes obligés de les cultiver parce qu'on vit de ça. La culture du blé est traditionnelle chez nous. Nous faisons beaucoup d'autres spéculations. Cela ne nous empêche pas de faire le blé malgré les contraintes qu'on y rencontre. Le blé, comme vous le savez, peut être utilisé de diverses manières, de diverses formes dans l'alimentation. C'est ce qui nous permet d'avoir du pain, du vermicelle et tout autre produit. Donc, et c'est une culture de rente également parce que le blé se vend très bien sur le marché. Là où la mesure de riz se vend à 500 francs, la mesure du blé se vend à 1500. Et mieux que ça, c'est que c'est la culture qui permet aux paysans de préparer la saison hivernale. À Diré aussi bien qu'à Goundam, les superficies cultivables sont énormes par zone de production. Une trentaine de périmètres est exploité. Nous sommes ici dans le cercle de Goundam. Il y a 3 communes productrices essentielles de blé. Il y a la commune de Kanei, la commune de Doukouria, la commune de Douéchiré qui couvre 50 chefs de villages et fractions, dont 27 villages, tous produisent du blé et que chaque village a au moins 4 à 5 périmètres de blé. Pour nous, si tu n'as pas cultivé le blé, tu auras des problèmes au moment de sauter. On attend jusqu'à 12 000 tonnes de blé dans les cercles de Diré cette année. Nous avons dans notre plan de campagne une prévision de 2500 hectares, mais bien on a dépassé ces 2500, nous sommes à 3000 et quelques en matière de superficie emblavée. Nous attendons des bonnes récoltes. Fortement secoué par la crise, l'inadaptation des moyens agricoles, le manque d'aménagement des espaces, la cherté de la main-d'œuvre, ensuite le manque d'écoulement. Ces paysans affirment être tout le temps contraints de brader leurs récoltes, au risque de ne pas les exposer aux insectes. Ce blé que vous voyez, on ne peut pas le conserver longtemps, sinon des parasites vont l'attaquer. C'est pourquoi il nous arrive de les vendre à bas prix. Il y a l'Institut de l'économie rurale qui avait fourni des semences. Il y a Sukuirwa aussi. Je pense qu'à travers Amassa avec le plus souvent qui viennent. Mais généralement, nous on a constaté qu'il y a un manque de coordination entre nous. Nous organisons les bourses nationales et internationales, voire même les foires.
Donc ils participent, c'est l'occasion d'écouler un peu leurs produits sur le marché. Nous avons des perspectives, c'est de renforcer en tout cas la résilience des communautés, c'est de les appuyer. Et c'est ce qui me fait à dire qu'il faut la mobilisation, il faut le soutien de la filière blé. Malheureusement, ces dernières années, il n'y a pas de partenaires face à la culture du blé. La culture du blé s'étend sur une myriade de périmètres villageois dans la région. Et les responsables sont engagés sur tous les fronts afin de mieux accroître la filière qui se voit mourir au profit de d'autres spéculations. Il faudrait d'abord mettre un accent particulier sur la poursuite des aménagements agro-agricoles qui permettent de sécuriser la production indépendamment des aléas climatiques. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est d'équiper les organisations paysannes en tracteurs, en motoculteurs, en mini-rizeries pour leur faciliter les travaux. Dans la chaîne d'exploitation, des groupements de femmes interviennent dans la transformation et y gagnent. Cependant, tout n'est pas rose. Elles ont eu d'autres nouvelles idées pour faire cette transformatrice avec le riz. Donc elles font le mélange de riz, le riz concassé et la farine. Elles font le couscous. Mais la farine simple, elles font ça avec les vermicelles. Si on arrive à développer une véritable politique de développement de la filière blé, on peut produire non seulement pour les besoins nationaux, mais également pour l'exportation. Depuis l'avènement de la crise, jusqu'à aujourd'hui, la filière blé n'a pas eu d'appui. Au regard des besoins croissants de consommation de blé dans notre pays et des potentialités hydro-agricoles de la région de Tombouctou, la région souhaite vivement un renforcement des efforts de l'État et des partenaires pour la valorisation de la filière blé dans la région de Tombouctou. Aujourd'hui, la région de Tombouctou dispose de plusieurs potentialités agricoles et des ressources humaines. Il est urgent de mettre en œuvre des initiatives pour redonner un nouveau souffle à la filière blé qui peut contribuer à l'atteinte de la souveraineté alimentaire prônée par les plus hautes autorités. La Forçat civile vient d'initier une rencontre d'échange sur la situation sécuritaire dans la région de Mopti. Objectif, faire ressortir les avancées sécuritaires et démontrer les impacts de la montée en puissance des FAMA. Les précisions de Boubacar Sankari. C'est un cadre d'échange qui regroupe les autorités administratives et communales, les forces vives de la région de Mopti et la Fédération des organisations et regroupements de soutien aux actions de la transition Forçat civile. L'objectif de la rencontre est d'échanger sur la situation sécuritaire dans le centre du pays. Pour montrer notre reconnaissance à cette armée, nous avons mis ce cadre-là. Et pour couper court également, dit que l'armée est en train de faire des exercices dans la région de Mopti. Nous vivons à Mopti et nous avons fait le constat que certains qui ne peuvent même pas situer Mopti sur la carte sont en train de parler en mal de la région de Mopti. Les participants ont témoigné de vive voix sur les avancées sécuritaires et démontré les impacts de la montée en puissance des FAMA. Les FAMA, on les remercie beaucoup. Ils travaillent, nuit et jour ils travaillent. La situation sécuritaire dans la région de Mopti, ça s'est amélioré. Mais ce n'est pas fini. L'insécurité, ce n'est pas fini. Mais je vous dis, un jour, Inch'Allah, ça va finir. Auparavant, les personnes ne pouvaient pas se déplacer librement, même d'ici Fatoma, d'ici Konna, d'ici Somadougou, et même pour aller à Djenné. Aujourd'hui, les marchés sont fréquentables, les routes sont praticables et les gens ont des mouvements aujourd'hui plus libres qu'auparavant. Au terme de ces assises, de fortes recommandations sont attendues pour davantage favoriser une bonne collaboration civilo-militaire et mieux accompagner les efforts de l'armée jusqu'à la sécurisation totale du centre du pays. Fin de la session de formation sur la loi du foncier agricole à Ségou. La formation est organisée par l'Organisation néerlandaise du développement SNV et ses partenaires. Durant 2 jours, les participants ont approfondi leurs connaissances sur la loi qui régit le secteur agricole au Mali. Le reportage de Jacqueline Dakou et Bassi Traoré. Venus des régions de San et de Ségou pour prendre part à la formation relative à la loi du foncier agricole, les acteurs du secteur se disent satisfaits et mieux éclairés sur les différentes thématiques développées au cours de cette formation. La présente session de formation a été vraiment bénéfique pour l'ensemble des participants.
Elle nous permet désormais de relever les défis sur le terrain en donnant des informations fiables sur les fonciers agricoles, notamment la LFA, et aussi la composition, le fonctionnement et la gestion des outils de transactions foncières. Et nous prenons vraiment l'engagement qu'à notre retour, nous allons nous y mettre pour, en tout cas, faire bénéficier de ce que nous aussi, nous avons acquis ici comme information à nos autres collègues. Pour mieux prendre en charge les questions liées aux fonciers, l'Organisation néerlandaise pour le développement SNV entend élargir cette formation à d'autres régions. Au vu des questions pointues qui ont été posées et au vu des expériences que chacun d'entre eux a ramenées, c'est quelque chose qu'on se dit, bon, vraiment, il faut le refaire. Ça nous motive dans notre engagement pour continuer cette formation. Financé par le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, le projet d'appui à la gouvernance foncière au Mali, appelé Landateskool, entamera l'étape de San, Mopti et Sikasso pour le même exercice en vue d'une meilleure gestion et prévention des conflits liés aux fonciers. Le Réseau national de la jeunesse du Mali vient d'animer une conférence débat sur le thème « Les textes nationaux et internationaux ratifiés par le Mali en matière de droit en santé, de la reproduction, situation et défis pour les organisations de la société civile ». L'événement s'inscrit dans le cadre du lancement des activités de l'Alliance des organisations de la société civile pour la promotion des droits en santé sexuelle reproductive. Mariam Koulibaly. Cette alliance, née d'une volonté du Réseau national de la jeunesse du Mali à travers la section Commune 4, est le fruit d'une collaboration entre plusieurs organisations juvéniles. L'objectif est de conjuguer les efforts en vue de promouvoir les droits de la santé reproductive. L'initiative vise à créer une coalition des jeunes en faveur des droits en santé sexuelle et reproductive, plaider pour l'accès des jeunes à la bonne information sur la santé sexuelle et reproductive, plaider pour le respect des engagements internationaux et nationaux des États maliens en faveur des droits en santé sexuelle et reproductive des jeunes. Proposition des solutions adaptées aux besoins des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive. L'événement qui marque ainsi le démarrage des activités de l'Alliance est meublé par une conférence débat sur le thème « Les textes nationaux et internationaux ratifiés pour le Mali en matière de droits en santé de la reproduction, situation et défis pour les OSC ». Il s'agit un peu de relater tout ce qui est en relation avec la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, la problématique même, les défis liés à ça, quelques chiffres et qu'est-ce que les OSC, les organisations de la société civile, peuvent faire. Et juste là, quelles sont les actions qui ont été réalisées au Mali autour de la thématique. Et la conférencière d'inviter les jeunes à s'intéresser davantage aux questions sexuelles en vue de participer considérablement à la réduction des taux de grossesse non désirés, des avortements et maladies sexuellement transmissibles. Troisième université du groupe Bazo, l'édifice est bâti à Sotuba, en commune 1 du district de Bamako. La nouvelle université a à son sein des filières en licence professionnelle et en master. Les domaines de formation continue sont les sciences de la santé, de gestion et de communication, les sciences environnementales et celles des sciences économiques et sociales. La cérémonie d'inauguration a regroupé les acteurs de l'éducation et les autorités politico-administratives. On en sait plus avec Adaman Traoré. La chorégraphie, la comédie et les sketchs, des prestations qui ont su donner une saveur particulière à la cérémonie d'inauguration de la nouvelle université Bazo 6 à Soutiba-Asseyi. Une université qui a fait son credo, la performance par l'excellence. La nouvelle infrastructure est dotée des meilleures commodités. Elle engendre la beauté et l'esthétique. Avec une capacité d'accueil de 600 étudiants, Bazo Sotiba est composé de 18 salles de classe équipées, chacune d'écrans numériques avec un système d'air conditionné, une salle de conférence, un laboratoire équipé de matériel de pointe, une salle tech, un espace étudiant, une salle de professeurs,
une salle de réunion et séminaire, un parking auto au sous-sol, une mosquée et des toilettes adaptées. Selon les présidents des universités Bazo, cette troisième université est le fruit du partenariat public-privé. Tout ceci ne sera possible sans votre accompagnement. Nous en sommes très conscients et vous en sommes très reconnaissants. L'université Bazo entend donc jouer sa partition dans la réalisation des défis liés à l'enseignement supérieur. Nous sommes heureux de pouvoir collaborer avec ces écoles, avec ces établissements privés et saluer l'esprit du partenariat. Parce que ces établissements ont compris la dynamique que M. le ministre a voulu, lancer depuis qu'il est là, c'est de l'assainissement du secteur. Il s'avère malheureusement que dans cette panoplie d'établissements que nous recevons, certains n'ont pas la même préoccupation que l'université Bazo en ce qui concerne la qualité. Une visite guidée des locaux par des personnalités présentes a permis de donner une autre dimension à la fête. Le plus dur reste la formation continue des futurs cadres du pays. Un espoir qui devrait être relevé par les responsables des universités Bazo. Sport, football, l'AS Real de Bamako accueille l'US Monastir ce soir au compte de la deuxième journée des matchs de groupe de la Coupe CAF. Les enjeux de cette rencontre avec Arju Matina. Une semaine après son faux pas lors de la première journée des matchs de poule de la Coupe de la Confédération à Lumumbashi contre le tout-puissant Mazembe, l'AS Real de Bamako reçoit à l'occasion de la deuxième journée Monastir de Tunisie. Cette réception prévue ce dimanche au stade du 26 mars est très importante pour les Scorpions de Bamako qui considèrent la rencontre comme le début de l'opération 9 points à domicile. On n'a pas fait un mauvais match contre le tout-puissant Mazembe, mais il y a eu des choses qui ont manqué. Sur le plan offensif, je pense qu'on a eu énormément de difficultés à se créer des occasions, à marquer des buts. Et nous espérons que par rapport au match de demain, réellement que les gens vont comprendre. On a travaillé dans ce sens-là, en espérant réellement qu'on puisse être plus efficace par rapport à la finition et sur ces matchs-là. Aussitôt arrivé de la RD Congo mardi soir, les Noirs et Blancs de Bamako se sont immédiatement mis au travail afin de mettre tous les atouts de leur côté pour prendre les 3 points face à l'équipe tunisienne. Chez nous, c'est l'opération 9 points. Donc nous ferons tous les moyens le dimanche pour que le Real puisse gagner, avoir les 3 points. Parce que c'est un tournoi. Donc on a perdu à Lumumbashi, donc nous allons nous rattraper à Bamako. On est bien concentrés. Pour nous, il n'y a pas une différence entre si on joue à domicile ou à l'extérieur. On est bien déterminés. Le plus important pour nous, c'est de ramener le maximum de points. Je pense que tous les joueurs sont concentrés et on va faire de notre mieux pour arracher nos points. Très déterminé, l'AS Real a envie de se relancer dans le groupe D lors de cette deuxième journée. Et l'apport des supporters est également déterminant pour relever le défi. Le match AS Real Monastir de la Tunisie sera dirigé par des arbitres ivoiriens. L'autre rencontre du groupe oppose Young Africans de la Tanzanie au tout-puissant Mazembe à Dar es Salaam. Et voilà, Real Monastir, c'est ce soir à partir de 16h au stade du 26 mars et en direct sur ORTM1. C'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de présenter. Un grand merci à l'équipe de réalisation et à vous aussi pour votre attention. Au revoir.